Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur un sujet qui nous concerne tous, le cholestérol. Est-ce vraiment l'ennemi que l'on croit ou est-il simplement mal compris? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, quelques informations techniques. Vos micros et caméras sont automatiquement désactivés pendant toute la durée du webinaire pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Si vous souhaitez poser des questions, utilisez uniquement l'onglet questions en bas à droite de votre écran et plutôt réserver la fonction de chat pour des problèmes techniques si à un moment donné vous ne nous entendez pas, par exemple, sur le son. Et pour ouvrir officiellement ce temps d'échange de ce midi, je vais donner la parole à Mélissa Garot qui va nous présenter la Fondation Mutualia Grand Ouest. Je reprendrai quelques minutes le micro pour vous parler de notre association, la Maison associative de la santé à Rennes. Et Mélissa, c'est à toi. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire dédié au cholestérol. Je vous remercie pour votre présence parce que vous avez été très nombreux une nouvelle fois à manifester votre intérêt pour ce sujet. Alors, comme l'a dit Cathy, avant de commencer, on va prendre un petit temps pour nous présenter. Donc, je suis Mélissa Garot, assistante de communication à la Fondation Mutualia Grand Ouest, que je représente aujourd'hui. On peut passer la slide, s'il vous plaît, Monsieur Paillard, Docteur Paillard. Hop. Alors, la Fondation Mutualia Grand Ouest a été créée en 2017 par la mutuelle du même nom. Elle porte une ambition forte, s'engager chaque jour en faveur de la prévention santé sur les territoires du Grand Ouest. Alors, notre action repose sur 3 piliers, le développement de l'accès aux soins, la création de nouvelles solidarités au profit du plus grand nombre et l'engagement en faveur de la bonne alimentation. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, je vous invite à visiter notre site internet. Donc, vous y trouverez des contenus autour de cette thématique santé, un agenda prévention, une cartographie des associations santé à proximité de chez vous, et bien plus encore. Alors, n'hésitez pas à scanner le QR code ou à vous rendre sur notre site. Et donc, ce webinaire est le 4e que nous avons le plaisir de co-organiser avec la Maison associative de la santé. Et je vais maintenant laisser la parole à Cathy qui va vous présenter plus en détail l'association. Merci Mélissa. Donc la maison associative. Alors moi je suis Cathy Simonet, je suis coordinatrice de la Maison associative de la santé. C'est une vieille association, elle va avoir 40 ans. Elle a été créée en 1986, à l'initiative de la ville de Rennes et de l'Office social et culturel rennais. Et nous avons pour mission, on fédère et on soutient les associations et les structures de santé. D'ailleurs, dans les structures de santé, nous avons comme adhérent le CHU de Rennes, le centre hospitalier Guillaume Régnier. C'est une nouveauté que nous avons introduit il y a 1 an et demi à peu près. Et nos autres missions sont d'informer et d'orienter le grand public sur les questions de santé, mettre en œuvre des projets de santé publique. Donc là, on va parler des questions autour de la santé mentale, de la prévention du suicide, des questions du deuil. Et nous portons aussi un programme d'éducation thérapeutique du patient, vivre bien avec une maladie chronique. Et nous avons un axe aussi assez fort sur la formation à destination des membres adhérents de la Maison associative de la santé, des formations sur à l'écoute, à la bienveillance, etc. Et surtout des formations pour les professionnels du social, du médico-social et du sanitaire autour de la santé mentale et notamment de la prévention du suicide sur le risque et le repérage et le risque suicidaire. Donc nous sommes situés à Rennes, 7 rue de Normandie, dans les quartiers de Villejean pour ceux qui connaissent. Donc après cette introduction et ce rappel de l'engagement de nos structures respectives en faveur de la prévention et de la promotion de la santé, nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants pour éclairer ce sujet du cholestérol de manière à la fois médicale et du vécu. Le docteur François Paillard, cardiologue au Centre de prévention cardiovasculaire du CHU de Rennes et président de l'association Cardiologie de Bretagne, qui nous apportera son expertise médicale et scientifique sur le cholestérol. Et monsieur Hervé Novo, qui viendra témoigner en tant que patient pour partager son expérience concrète et son parcours de santé. Docteur Paillard, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter l'association de cardiologie Bretagne? Oui, bonjour à tous, merci. Donc effectivement, l'association de cardiologie Bretagne est affiliée à la Fédération française de cardiologie et la Fédération française de cardiologie a 4 missions principales.
La première, c'est l'aide aux patients cardiovasculaires par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des clubs cœur et santé, donc où les patients notamment peuvent adhérer. Et sur les 3 départements qu'a en charge l'association, c'est-à-dire le 35, le 22 et le 56, il y a 1600 adhérents. La deuxième mission, c'est l'information et la prévention sur les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est ce que nous faisons un peu aujourd'hui, soit par des brochures, soit par des réunions d'information, soit par des événements qu'on appelle des parcours du cœur. Troisième mission, c'est d'essayer de diffuser au maximum ce qu'on appelle les gestes qui sauvent, c'est-à-dire les gestes qu'on doit faire en tant que citoyen devant une personne qui présente un arrêt cardiaque, de façon à justement ne pas rester passif et augmenter ses chances de survie. Et le quatrième point, c'est l'aide à la recherche cardiovasculaire. La fédération est le premier financeur de la recherche cardiovasculaire en France. Et donc cette fédération regroupe 27 associations régionales. Ce n'est pas tout à fait le même recoupement que pour les régions administratives, mais donc nous en sommes une de ces 27. Et ces 27 associations comportent au total 270 clubs cœur et santé. Voilà pour la présentation de cette association et de la fédération. Merci beaucoup pour cette présentation et alors docteur Paillard, ami, cholestérol, ami, ennemi ou mal compris, peut-être, la proposition d'un quiz pour déjà vous, derrière vos écrans et peut-être repérer déjà au niveau de ce sujet du cholestérol, vous interroger sur ce premier quiz. C'est ça, donc vous pouvez vous rendre dans l'onglet sondage et donc il y a plusieurs propositions que vous pouvez cocher. Il faut chercher l'erreur parmi toutes celles présentes. Est-ce que l'excès de cholestérol n'est pas associé à des symptômes? Est-ce qu'il est parfois appelé mauvais cholestérol? Est-ce que la majorité du cholestérol dans l'organisme est d'origine alimentaire? Ou le cholestérol peut-il abîmer les artères en association avec d'autres facteurs de risque comme le tabac ou le diabète? On vous laisse répondre. Alors, pour l'instant, il y a un peu de tout. Je passe la diapo suivante. On peut attendre un tout petit peu encore. D'accord. Donc il faut en fait identifier la mauvaise réponse. Alors, on a une petite majorité de la réponse A. L'excès de cholestérol n'est pas associé à des symptômes. Alors, je passe la diapo suivante. Oui, avec les réponses, merci. La réponse? Voilà, alors la réponse erronée, c'est la réponse C, c'est-à-dire que la majorité du cholestérol dans l'organisme est d'origine alimentaire. En fait, ce n'est pas la réalité. On va le voir dans un instant. Les autres sont effectivement des réponses vraies, c'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, l'excès de cholestérol n'est pas associé à des symptômes. Ça ne peut se diagnostiquer que sur une prise de sang. Le LDL cholestérol, on le verra tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle parfois abusivement d'ailleurs le mauvais cholestérol. Et puis, le cholestérol peut effectivement abîmer les artères, notamment quand il est associé à d'autres facteurs de risque. Alors, je passe peut-être la diapo suivante. Donc, effectivement, on va aborder et essayer de vous éclairer sur les éléments suivants. Le dosage, comment ça se dose et comment il faut interpréter le dosage. Le deuxième point, c'est effectivement, dans ce dosage, il y a différents éléments qui sont cités avec le cholestérol et parfois on appelle ça le bon ou le mauvais cholestérol. Alors on essaiera d'éclaircir également cet élément-là. Et puis le point le plus important, c'est de savoir que effectivement le cholestérol peut retentir sur les artères et les encrasser en quelque sorte. Et donc on essaiera également de voir le lien à ce niveau-là. Alors je commence par le début, c'est-à-dire d'où vient le cholestérol et qu'est-ce qu'il devient dans l'organisme. Et comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de la diapositive, donc le petit schéma, vous voyez qu'il y a noté 3/4 et 1/4, respectivement pour le foie et l'alimentation, car effectivement, la majorité du cholestérol qui circule dans l'organisme ne vient pas de l'alimentation,
mais il vient du corps lui-même, et en l'occurrence, l'organe le plus important pour la majorité de la synthèse du cholestérol, c'est le foie. Et ça représente à peu près 3/4 du cholestérol qui circule dans l'organisme. Le reste, c'est-à-dire le quart, provient effectivement de facteurs alimentaires. Les deux se retrouvent dans la circulation. Le cholestérol, on va le voir tout à l'heure, fait un certain nombre d'actions, positives ou négatives. Et puis finalement, il y a un équilibre qui se fait avec la sortie. Et la sortie, il n'y en a qu'une seule. La sortie du cholestérol de l'organisme, c'est via la bile. Et ensuite, la bile se retrouve dans l'intestin. C'est la seule porte de sortie. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand la voie biliaire est obstruée, bloquée, eh bien, on peut avoir le cholestérol qui monte. Ce n'est pas une cause fréquente, mais ça peut arriver. Alors, une fois qu'il est dans l'organisme et qu'il est synthétisé ou absorbé, ce cholestérol, il va avoir différentes fonctions. Il y a des fonctions qui sont utiles pour l'organisme, mais il suffit d'assez peu de cholestérol circulant pour cela. Et donc, notamment, le cholestérol, on le retrouve dans les membranes des cellules, on le retrouve dans la synthèse d'un certain nombre d'hormones, notamment la cortisone ou le cortisol. Et puis, finalement, il va servir également pour la synthèse des sels biliaires, ce qui explique qu'il est excrété par la voie biliaire. Ça, ce sont des fonctions qu'on va dire utiles. Mais comme je vous l'ai dit, il en suffit d'assez peu finalement. Et si on prend l'exemple, par exemple, des grands primates, donc les grands singes, par exemple, qui ont des fonctions vitales assez similaires à ceux de l'homme, ils ont des taux de cholestérol circulant beaucoup plus bas que les nôtres, et ça suffit largement pour assurer ses principales fonctions. Et dans l'espèce humaine, où on a plutôt tendance à avoir un cholestérol en moyenne un peu en excès, le risque, c'est que cet excès de cholestérol circulant va pouvoir se déposer dans les artères. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Et donc, évidemment, ça prend du temps. C'est sur une dizaine, une vingtaine d'années qu'on va avoir progressivement, c'est la partie droite de la diapositive, vous voyez en haut une artère normale avec des parois fines, et puis au milieu, un dépôt de cholestérol qui s'est fait dans la paroi et qui est venu rétrécir l'artère. Et puis, dans le pire des cas, ce rétrécissement devient complètement obstructif et l'artère est bouchée. Et cette artère bouchée, ça va pouvoir occasionner un certain nombre de symptômes, là pour le coup, qu'on va voir tout à l'heure. Mais l'excès de cholestérol lui-même, il n'y a pas de symptômes. C'est simplement quand l'artère se bouche qu'on commence à avoir des symptômes. Alors, le bon et le mauvais cholestérol, ça vient du fait que le cholestérol tout seul, il ne peut pas circuler dans le sang parce qu'il n'est pas soluble dans le sang. Pour qu'il puisse circuler dans le sang et aller dans les lieux où il est utile ou pas, il faut qu'il circule à l'intérieur de molécules qu'on appelle des lipoprotéines. Celles-là sont solubles dans le sang. Et ces lipoprotéines, il y en a plusieurs types, et les deux principales qui sont connues, c'est les particules LDL, donc qui transportent du cholestérol qu'on appelle donc le LDL cholestérol, et c'est ce qui va transporter le cholestérol, notamment depuis le foie, vers les cellules, vers l'utilisation du cholestérol, et quand il est en excès, vers les artères. Donc effectivement, s'il y a trop de LDL cholestérol, le risque, c'est le dépôt dans les artères. C'est pour ça qu'il a cette réputation, entre guillemets, de mauvais cholestérol. Et les particules HDL font l'inverse, c'est-à-dire qu'elles récupèrent le cholestérol au niveau d'un certain nombre de cellules et elles vont au contraire le ramener vers le foie et donc favoriser son élimination. C'est pour ça que globalement, quand le HDL cholestérol est élevé, c'est plutôt bon signe et donc il a cette réputation de, entre guillemets, bon cholestérol. Alors il y a d'autres lipoprotéines, mais je ne les détaille pas, mais ce sont les deux principales que l'on peut interpréter sur un bilan de cholestérol. Donc, comme je vous l'ai dit, quand il y a trop de cholestérol dans la durée, parce que ce n'est pas en quelques mois que ça se produit, mais c'est sur des années, et notamment pendant la vie adulte, on peut avoir donc cet encrassement que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, plus ou moins important, avec des petits dépôts, des gros dépôts qui entraînent des rétrécissements, et parfois des dépôts suffisamment importants pour bloquer totalement l'artère. Et donc, ces dépôts vont entraîner, là, pour le coup, des symptômes. Et ces symptômes, ça peut être, si c'est les artères qui irriguent le cœur qui sont intéressées, on va pouvoir avoir de l'angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. C'est ce qui est figuré sur le deuxième encadré. Là, vous avez une zone du cœur qui est en violette et qui est un petit peu mortifiée parce que l'artère s'est bouchée. C'est un infarctus du myocarde.
Le troisième encadré, c'est les artères qui vont vers les membres inférieurs. Et là aussi, les dépôts de cholestérol peuvent se faire. Et quand il y a des rétrécissements à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle de l'artériopathie des membres inférieurs ou encore artérite des membres inférieurs. Et donc, ça peut entraîner des symptômes au niveau des jambes. Et puis, ça peut être aussi au niveau des artères qui se dirigent vers le cerveau, notamment les artères carotides qui sont sur le côté de la trachée. Et donc, là aussi, on peut avoir des symptômes quand les artères se rétrécissent ou se bouchent. Et ça peut être, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux. Alors, tout ça ne se fait pas en l'espace d'un jour, hein, ça se fait sur des dizaines d'années. Mais c'est pour ça, et on va le voir tout à l'heure, qu'il est important de reconnaître éventuellement l'excès de cholestérol suffisamment tôt dans la vie pour le prendre en considération et éviter qu'un taux trop élevé pendant trop longtemps ne crée des problèmes, par exemple, vers 45-50 ans. Alors, le cholestérol n'est pas tout seul à abîmer les artères, évidemment, et donc le risque lié au cholestérol est d'autant plus important qu'on a d'autres facteurs de risque. Là, je vous les ai figurés en 3 catégories. Sur la partie gauche de la diapositive, vous avez les facteurs qui sont réputés non modifiables. L'âge, bien sûr, parce que plus on est exposé pendant des dizaines d'années à un excès de cholestérol ou d'hypertension ou de diabète, plus le risque est important. Donc, quand on vieillit, il y a plus de risques d'avoir les artères malades, malheureusement. Le sexe masculin, qui est plus à risque que le sexe féminin, au moins jusqu'à 60 ans, et globalement, à facteur de risque égal ou à cholestérol égal, les hommes sont souvent touchés 9 à 10 ans avant les femmes. La génétique, quand on a dans sa famille des gens qui ont eu des accidents cardiaques, par exemple, de bonne heure, avant 50-60 ans, on est soi-même un peu plus à risque. Au milieu, vous avez les facteurs qui sont mesurables. Donc le cholestérol, on va en reparler plus largement. Le diabète, c'est-à-dire l'excès de sucre dans le sang. L'hypertension artérielle, qu'on mesure évidemment par un appareil de mesure de pression artérielle. L'excès de poids, qu'on mesure avec sa balance. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont modifiables, mais qu'on peut mesurer soi-même assez aisément. Et puis sur la partie droite, vous avez les éléments qui sont liés au mode de vie, qui sont également des éléments importants. Alors il y a l'alimentation, on va en reparler parce que ça a une incidence avec le cholestérol, mais pas que. Il y a la sédentarité, il faut bouger régulièrement, on en reparlera aussi. Le tabac notamment rend plus toxique le cholestérol. Si vous avez un cholestérol de même niveau, le fumeur va abîmer beaucoup plus vite ses artères que le non-fumeur. La pollution qui joue un peu comme le tabac, de façon un petit peu moins marquée évidemment, parce que c'est plus diffus, mais ça joue également un rôle. Et puis il y a des facteurs psychosociaux qui jouent également, globalement, on ne va pas les détailler, mais schématiquement, les problèmes mentaux, la dépression, c'est un facteur de risque supplémentaire. Et également, les facteurs de difficultés sociales sont un facteur supplémentaire de risque cardiovasculaire. Alors je vous présente un cas pour l'illustrer, qui est donc un homme de 65 ans, qui habite dans la région rennaise, qui n'a jamais fumé, qui est plutôt sportif, qui a un poids plutôt normal, donc il s'estime évidemment en bonne santé, il n'a pas de symptômes précisément. Mais malgré tout, quand on l'interroge, on voit que vers 30 ans, il a eu une prise de sang pour un prêt bancaire, et à ce moment-là, on lui a dit « Ah, votre cholestérol, il est un peu haut ». Vous voyez que le LDL cholestérol, j'y reviendrai, il était à 1,75 g à ce moment-là. Et puis, la vie professionnelle aidant, il est très occupé, on n'en a plus reparlé, et il est resté avec son cholestérol LDL élevé pendant tout ce temps-là. Et puis, vers 55 ans, pour une raison X, il est allé revoir son médecin, on a refait un bilan de cholestérol, à nouveau le LDL cholestérol est élevé, et là, le médecin lui dit quand même je pense qu'il est souhaitable de vous traiter. On lui commence un traitement qui, comme vous le voyez, baisse son LDL cholestérol. Et malgré tout, 10 ans plus tard, à 65 ans, alors qu'entre les deux, il a parfois eu des arrêts de traitement parce qu'il en avait un peu marre, il n'avait pas le temps d'aller voir son médecin, etc. Et puis finalement, il fait un infarctus du myocarde et il aura des pontages au niveau des coronaires à 65 ans. Alors on peut s'étonner puisqu'il avait un traitement depuis quelques années, mais en réalité, vous voyez que pendant 25 ou 30 ans, il a été exposé à un taux de cholestérol élevé et que c'est ça qui finalement entraîne cet encrassement. Alors bien sûr, on peut le réduire en traitant, mais il ne faut pas traiter trop tard parce que sinon, il y a déjà un peu de dépôt et pour peu que le traitement ne soit pas parfaitement efficace ou imparfaitement pris, eh bien, on peut avoir quand même des complications quelques années plus tard.
Alors, comment est le diagnostic, ce fameux cholestérol? Je vous le rappelle, en général, il n'y a pas de symptômes et il faut faire donc une prise de sang. Et il est conseillé chez tout adulte de faire une prise de sang pour doser le cholestérol et ses différents éléments. Et alors tout particulièrement quand on a dans sa famille des gens qui ont eu déjà des accidents cardiovasculaires prématurés, par exemple chez les hommes en dessous de 55 ans, chez les femmes en dessous de 60 ans, c'est considéré comme prématuré et ça doit inciter les apparentés à faire un bilan de cholestérol. Alors le médecin prescrit soit un bilan lipidique, quelquefois c'est EAL, c'est un acronyme pour dire exploration d'une anomalie lipidique, mais tout ça c'est pareil, on dose le cholestérol et ses différentes fractions, le HDL, le LDL. Et puis il y a un cas particulier pour les enfants. Là, on ne le recommande que dans les cas d'hypercholestérolémie familiale, qui sont donc une partie minoritaire. Alors, je vous donne quelques repères chiffrés. Évidemment, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais ça vous donne quelques repères. Regardez en particulier le LDL cholestérol, puisque c'est celui-là qui vraiment pose problème. Et vous voyez que le LDL cholestérol, considéré comme optimal, à condition de l'avoir sur toute la durée de sa vie, c'est moins de 1,30 g. Entre 1,30 g et 1,60 g, on a un cholestérol LDL qui est modérément élevé, mais qui est quand même à prendre en considération. Au-delà d'1,60 g, il est élevé. Et au-delà de 2 grammes, il est très élevé et ça peut parfois être associé à une hypercholestérolémie familiale. Quelquefois, le taux est encore plus élevé pour le LDL dans le cadre des hypercholestérolémies familiales. Et vous avez à peu près la correspondance pour le cholestérol total. Vous voyez que la valeur souhaitable, si on ne regarde que le cholestérol total, c'est moins de 2 grammes par litre. Et puis au-delà de 3 grammes, on est dans les valeurs très élevées. Je détaille moins un petit peu les autres éléments. Alors, pour le LDL cholestérol, donc vous avez vu que les valeurs souhaitables, c'était moins de 1,30 g. Parfois, chez des sujets qui sont à risque particulièrement élevé, et notamment quand il y a eu des accidents cardiovasculaires, on va rechercher des valeurs encore plus basses. Et les cadres qui sont indiqués sur cette diapositive, c'est des valeurs de LDL cholestérol qui sont recommandées chez les sujets qui sont vraiment à risque considérés comme élevés ou très élevés. Par exemple, des personnes qui ont eu un accident cardiovasculaire, on va rechercher une valeur en dessous de 0,55, donc beaucoup plus bas que la normale. Et là, la raison, c'est que on ne traite plus simplement un cholestérol de façon préventive, c'est qu'il y a réellement déjà des artères malades et donc on va vouloir les mettre le plus à l'abri possible de l'excès de LDL cholestérol et donc on va rechercher des valeurs très basses parce qu'on sait que c'est très protecteur pour les artères. C'est évidemment pas pour tout le monde, c'est dans des cas particuliers pour des gens qui ont déjà eu le plus souvent des accidents cardiovasculaires. Alors, quelques données repères très schématiques, hein, vous n'allez pas lire le tableau qui est un peu compliqué, mais c'est des données qui sont publiées par Santé publique France, donc qui surveillent l'état de santé de la population française. Et vous voyez qu'il s'avère que finalement, si on prend les critères précédents, vous avez 22 millions d'adultes qui ont un LDL cholestérol dépassant 1,30 g, donc qui est un peu trop élevé. Et si on prend ceux qui ont vraiment le cholestérol trop élevé, c'est-à-dire 1,60 g, là, c'est 9 millions de Français. Donc, c'est très important, ça représente 20% des adultes en France, et si on prend la barre à 1,30 g, c'est presque 50%. Et les valeurs qui sont vraiment très élevées, c'est-à-dire 1,9 g ou 2 grammes, c'est 5 à 6% des adultes en France. Et pour autant, comme vous le voyez en bas à droite, il n'y a que 7% des adultes en France qui sont traités pour leur cholestérol, et on considère d'une façon générale que c'est un pourcentage qui est trop faible. Il y a beaucoup de gens qui, sans le savoir, parce que quelquefois ils ont eu un dosage lointain ou pas de dosage du tout, notamment les hommes qui sont moins dosés que les femmes parce qu'il y a moins de surveillance médicale chez les hommes pendant la période d'activité professionnelle notamment. Eh bien très souvent ils sont non conscients du fait que le cholestérol est élevé et que ça peut poser problème à terme. Alors un petit mot sur le cas particulier de l'hypercholestérolémie familiale qui est une maladie génétique. Donc ce n'est pas l'hypercholestérolémie la plus courante, mais c'est quand même une pathologie génétique qui est assez fréquente et pas très connue, puisque ça représente une naissance sur 300 naissances, donc c'est pas du tout ridicule, c'est une maladie génétique parmi les plus fréquentes. Donc il y a vraiment une anomalie du génome concernant l'épuration du cholestérol, et ça se manifeste par un cholestérol qui est toujours au-delà de 3 grammes par litre, et le LDL cholestérol pratiquement toujours au-delà de 2 grammes par litre, et souvent bien au-delà.
Et ces chiffres sont anormalement élevés dès l'enfance, ce qui explique que pour l'hypercholestérolémie familiale, on recommande le dépistage chez les enfants. Et ces hypercholestérolémies familiales sont à risque beaucoup plus élevé de complications cardiovasculaires que dans l'hypercholestérolémie commune, qui est la plus fréquente. Et la raison, c'est que le cholestérol est à la fois plus élevé et plus anciennement élevé, puisque c'est dès l'enfance qu'il est élevé. Donc, il y a beaucoup plus de risques qu'à la longue, les dépôts se fassent dans les artères. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que si on traite suffisamment tôt dans la vie, avec un traitement efficace et en continu, on prévient, dans une large mesure, les complications cardiovasculaires. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Neveu, qui est donc un patient qui va raconter sa propre histoire. Et je le remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Bonjour à tous et à tous. Je me présente, j'ai 66 ans et on m'a découvert du cholestérol il y a une dizaine d'années sur une prise de sang pour une demande de prêt bancaire. Et j'ai été très surpris parce qu'on m'a trouvé un taux très élevé de cholestérol total à 3,50 g et avec un taux de LDL à 2,70 g. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très surpris parce que j'avais un profil plutôt mince, j'étais plutôt un poids plume, j'étais pesé 57 kg pour à peu près 1,73 m. Et je me posais effectivement, je n'ai pas compris sur le moment pourquoi je faisais du cholestérol. Et à l'époque, j'en ai parlé à mon médecin traitant qui me suivait et à cette époque-là, je mangeais pas mal de plats tout préparés, du commerce, je mangeais pas mal de fromage, de choses un peu en sauce. Et puis, il m'a prescrit, il m'a dit au départ de faire un traitement plutôt un régime alimentaire et en limitant ma consommation de graisse animale, de fromage, de beurre et de favoriser, de prendre plutôt des assaisonnements avec de l'huile d'olive, de colza, de faire une cuisson vapeur, et malgré tout ça, donc mon taux de cholestérol n'a pas vraiment baissé, puisqu'il a persisté à 3,2 g et mon taux de LDL était diminué un petit peu, mais toujours supérieur à 2 g, était de 2,4 g. Et puis finalement, donc il a fallu attendre la consultation avec le docteur Paillard en 2018 pour que je comprenne que mon taux de cholestérol était dû à une maladie génétique, donc l'hypercholestérolémie familiale, donc due à une anomalie dans un gène, le LDL récepteur, qui gère la dégradation du foie, du cholestérol au niveau du foie. Et donc à la question, est-ce que le cholestérol est mal compris, je vais répondre, pour moi oui, et que son origine, je dirais que son origine génétique n'est pas encore suffisamment comprise, même par certains médecins généralistes qui auraient peut-être pu m'aiguiller plus précocement vers un traitement. Et finalement, donc, quand j'ai consulté le docteur Paillard, ma maladie était déjà bien avancée, elle a évolué sans symptômes pendant de nombreuses années, et j'avais déjà une maladie coronarienne sous-jacente avec dépôt de plaques d'athérosclérose au niveau de mes coronaires. Et finalement, malgré les traitements mis en place de statines et tout ça, donc ça s'est terminé en avril 2021 par une chirurgie de triple pontage. Ensuite, il a fallu vivre avec ce cholestérol et donc il faut s'astreindre à une certaine hygiène de vie. Alors, comment? Il faut agir sur plusieurs leviers, donc une alimentation adaptée, donc de type méditerranéenne, donc pour privilégier le bon cholestérol,
le HDL, pour essayer de diminuer les sources de mauvais cholestérol, pratiquer une activité physique régulière, pour éviter l'excès pondéral. Et pour ma part, je fais régulièrement de la marche, généralement au moins une demi-heure par jour, et 2 jours par semaine, je fais de la marche nordique toute une matinée. Voilà. Donc bien sûr, je ne fume pas, et je prends un traitement médical régulier avec des anticoagulants, des statines et une anti-PCSK9 qui agit au niveau du foie pour limiter, qui va régler la dégradation de mon mauvais cholestérol au niveau du foie. Alors, à la question, est-ce que le cholestérol est un ami? Je vais répondre que c'est un ami parce qu'il peut vouloir un peu de bien, sauf s'il est en excès, comme ça a été le cas pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Neveu. Et puis, je laisse la parole au questionneur. Alors, on va passer à un nouveau quiz. Donc, vous pouvez désormais répondre dans l'onglet sondage. Donc, il faut une nouvelle fois chercher l'erreur. Donc, en cas d'excès de cholestérol, il faut réduire toutes les graisses de l'alimentation. L'alimentation méditerranéenne est protectrice des artères. Les statines réduisent le cholestérol de 30 à 50% et protègent efficacement les artères. Ou les effets indésirables des traitements du cholestérol sont de l'ordre de 5 à 9% et sont généralement bénins ou régressifs. Alors pour l'instant, il y a un peu de tout, les réponses, mais un peu plus sur la réponse A. C'est la réponse A qui a le plus de réponses. En cas d'excès de cholestérol, il faut réduire toutes les graisses de l'alimentation. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, effectivement, c'est la bonne réponse parce que c'est un petit peu trop radical, cette proposition de réduire toutes les graisses de l'alimentation. En fait, il y a des graisses qui sont plutôt bénéfiques sur le cholestérol, on va en reparler tout à l'heure, donc il ne faut pas réduire. Et puis, il y a des graisses, effectivement, qu'il faut réduire, et comme l'a dit M. Neveu tout à l'heure, c'est plutôt les graisses d'origine animale. On le reverra tout à l'heure. Toutes les autres propositions sont vraies, c'est-à-dire qu'une alimentation de type méditerranéenne, dont d'ailleurs vous voyez qu'elle est relativement riche en certaines graisses, notamment l'huile d'olive, c'est protecteur pour les artères. Les statines réduisent effectivement le cholestérol et protègent les artères. Et les effets indésirables des traitements, il y en a, mais ils sont relativement minoritaires et, dans l'immense majorité des cas, bénins. Alors, premier point, effectivement, sur la durée de la vie, avoir un mode de vie sain, ça réduit le risque d'infarctus et donc d'encrassement des artères de pratiquement 70%. Là, c'est une étude suédoise, mais il y en a beaucoup d'autres qui montrent que par rapport aux gens qui ont un mode de vie défavorable, quand on a un mode de vie optimal, c'est-à-dire une alimentation saine, pas de tabac, un exercice régulier, ce sont les points principaux, il y a quelques autres éléments, mais ce sont les points principaux, on réduit son risque d'infarctus de l'ordre de 70%. Et vous voyez à peu près la répartition. Grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers entre l'alimentation, le tabac, l'exercice. Bien entendu, il n'empêche que quand il y a des problèmes de type génétique, comme ça a été montré tout à l'heure, le cholestérol reste quand même élevé et on ne va pas forcément échapper au traitement. Mais déjà, c'est un élément très important, même quand on a un problème génétique. Le fait d'avoir une alimentation saine et de l'exercice et pas de tabac réduit le risque. Deuxième point, il est tout à fait possible d'avoir une alimentation diversifiée et agréable, voire gastronomique, tout en protégeant ses artères. Alors là, voilà une diapositive avec différents éléments. Globalement, c'est toujours important d'avoir de la couleur dans son assiette parce qu'en général, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt des éléments qui sont assez bénéfiques en général. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, effectivement, le repère, ce n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres modes alimentaires qui sont tout à fait favorables, mais le repère qui est souvent cité, c'est l'alimentation de type méditerranéenne, parce qu'il a été montré d'abord que les populations du pourtour de la Méditerranée, avec l'alimentation traditionnelle, parce que ça tend à changer comme tout, bien sûr,
mais était plutôt protégé sur le plan cardiovasculaire. Et il y a eu des études depuis très sérieuses et très solides sur le plan scientifique où on a comparé des gens qui suivaient une alimentation de type méditerranéenne et des sujets qui, au contraire, avaient des conseils un peu généraux mais pas spécifiques. Et ceux qui avaient l'alimentation méditerranéenne avaient en gros 30% de moins de risque d'événements cardiovasculaires. Et dans l'alimentation méditerranéenne, qu'est-ce qu'on repère en particulier? Eh bien, c'est une alimentation qui est riche en fruits et légumes, qui est riche en certaines matières grasses, comme l'huile d'olive par exemple, ou d'autres huiles végétales, qui est riche en produits de la mer et en poissons, qui est riche plutôt en volaille plutôt que de la viande rouge, et tous ces éléments concourent à une alimentation qui est protectrice. Et si je résume un petit peu les règles principales de l'alimentation cardioprotectrice, vous les avez sur cette diapositive. C'est beaucoup de fruits et légumes, et la recommandation du programme national nutrition santé, c'est 5 portions par jour de fruits et légumes. Une portion, c'est l'équivalent d'un poids à peu près. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, une petite pomme, c'est une portion. Donc, il en faut 5 par jour, idéalement. Il y a beaucoup de gens qui en ont 0. Hein. Donc, il faut au minimum, quand on en a 0, passer à 1 ou 2. Et puis, quand on a 2, il faut mieux essayer d'en augmenter un petit peu. Il faut privilégier les huiles végétales, donc notamment l'huile d'olive ou l'huile de colza. Comme ça a été dit, ce sont des huiles très favorables. Les produits laitiers, il en faut pour le calcium, mais si possible pas trop gras, donc plutôt pas du beurre, pas trop de crème. Par contre, les yaourts, on peut en prendre des yaourts normaux sans difficulté. Il faut éviter les yaourts à la grecque qui sont plus gras. Le fromage, on peut en prendre une fois par jour. Et au total, il faut à peu près 2 portions de produits laitiers par jour, mais plutôt qu'une seule fois du fromage qui est un petit peu plus gras. La volaille doit être préférée à la viande rouge. Le poisson est bon pour la santé cardiovasculaire, si possible 2 fois par semaine, dont une fois du poisson gras, parce que les graisses du poisson sont plutôt bénéfiques. Il faut privilégier les céréales plutôt complètes plutôt que les céréales raffinées, donc plutôt du pain complet que du pain blanc, plutôt du riz complet que du riz blanc, etc. Les noix sous toutes les formes et les légumineuses, donc comme les lentilles, etc., sont bénéfiques également. On peut en prendre 2 ou 3 fois par semaine. Il faut limiter le sel dans l'alimentation, ça c'est plutôt pour l'hypertension, parce que l'excès de sel fait monter la pression artérielle. Et puis limiter tout ce qui est sucré, donc les sodas bien sûr, qui sont beaucoup de sucre en très peu de quantité, les boissons sucrées, les desserts sucrés, ce n'est pas du tout un interdit, mais il faut mieux les limiter et pas en faire une règle. Quand on prend des desserts par exemple, il faut alterner par exemple avec des fruits. Alors, bouger, c'est toujours très favorable. Ça ne joue pas tellement sur le cholestérol. Hein. Ce n'est pas ça qui va faire baisser le cholestérol. Et il y a des grands sportifs qui ont des cholestérols très élevés. Mais ça apporte un bénéfice sur le plan des artères. Donc, effectivement, la recommandation chez les adultes, c'est de faire 30 minutes d'activité physique par jour ou en tout cas au moins 5 jours par semaine. Et si on fait du sport plus intense, comme du jogging par exemple, eh bien, ça va être au moins 20 minutes 3 jours par semaine parce que là, la dépense énergétique est plus élevée. Mais pour des gens qui ne font pas d'exercice du tout, il y en a beaucoup parmi nos concitoyens, le fait d'en faire déjà un peu, c'est beaucoup mieux que rien. Donc, il ne faut jamais se désespérer. Si on peut en faire qu'un peu parce qu'on est trop pris professionnellement, vaut mieux en faire un peu que pas du tout. Et puis après, si possible, essayer de se conformer à ce qui est recommandé. Alors, souvent, ça ne suffit pas, soit parce que l'hypercholestérolémie est vraiment importante, comme dans les formes génétiques, soit parce que le niveau de cholestérol résiste un petit peu à ces bonnes habitudes de mode de vie, et donc il faut en venir au traitement médicamenteux. Il n'y a pas d'urgence quand on est en prévention pure, il y a une urgence par contre quand les artères sont malades, où là le traitement devient obligatoire, parce que c'est un traitement de la maladie artérielle elle-même. Le premier traitement, c'est généralement la catégorie des statines, parce que c'est un traitement très efficace, ça baisse le LDL de 30 à 50% selon la dose et selon la molécule qu'on prescrit. Donc c'est le traitement de base et généralement il est bien toléré. Quand ça ne suffit pas ou quand les statines ne sont pas bien tolérées, il y a un deuxième type de médicament qu'on appelle l'ézetimibe. C'est en gros 2 fois moins efficace, mais c'est quand même très efficace, ça baisse le LDL cholestérol de 20 à 25%. Le troisième médicament, c'est encore un peu moins efficace. Là, cette fois, le LDL cholestérol baisse de 10 à 15%, c'est les fibrates. C'est un assez vieux médicament qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais dans certains cas, ça peut rendre service, notamment quand les triglycérides sont élevés. Et puis, il y a un quatrième type de traitement. Alors, M. Neveu y a fait allusion, les inhibiteurs PCSK9, qui est un traitement extrêmement efficace
le LDL cholestérol baisse de plus de 50%. Pour l'instant, malheureusement, dans une certaine mesure, il est réservé aux gens qui ont eu des problèmes cardiovasculaires, principalement pour des raisons de coût. Ce sont des traitements très chers. Et donc, pour l'instant, les recommandations de la Sécurité sociale, c'est de les réserver aux sujets qui ont eu des problèmes cardiovasculaires. Donc, voilà à peu près le panorama. Il y a d'autres molécules qui sont en développement et qui vont venir dans les années à venir. Mais dans tous les cas, évidemment, quand on est sous traitement, il faut suivre par la biologie pour voir si le traitement est suffisamment efficace. En général, le médecin qui prescrit donne aussi un objectif de traitement avec un niveau de LDL souhaitable qui peut être plus ou moins strict. Et donc, c'est la biologie qui va permettre de savoir si on est à l'objectif ou pas. Alors, parfois, les traitements de cholestérol, pour des raisons un peu historiques, un peu bizarres quelquefois, ont une mauvaise réputation. Et sur les réseaux sociaux, vous verrez toutes sortes de choses, comme quoi c'est très dangereux. La réponse, globalement, c'est non. Les traitements du cholestérol ne sont pas dangereux. Ils ont parfois des effets indésirables qui sont possibles, mais globalement qui sont assez peu fréquents, qui sont de la même fréquence que tous les traitements des maladies chroniques. L'hypertension, vous avez des traitements antihypertenseurs, il y a à peu près le même pourcentage d'effets indésirables. Pour le diabète, pareil, il y a des effets indésirables de la même fréquence à peu près, c'est-à-dire toujours de l'ordre de 5 à 8% environ. Mais comme c'est indiqué, plus de 90% des sujets tolèrent parfaitement ce traitement. Alors, quels sont ces effets indésirables possibles, qui généralement ne sont pas graves? C'est principalement pour les statines, les douleurs musculaires ou des crampes. C'est là où on a les 5 à 9%. Et quand c'est le cas et qu'on a besoin d'arrêter, ça régresse dans l'immense majorité des cas en 2 semaines, 2 à 4 semaines au maximum à l'arrêt du traitement. Et ensuite, on peut choisir une autre statine, une autre posologie ou éventuellement un autre traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a également, on surveille aussi les enzymes du foie parce que tous ces médicaments sont métabolisés au niveau du foie. Et donc 1 à 2%, donc là c'est vraiment beaucoup plus rare, il peut y avoir des perturbations des enzymes du foie. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de symptômes non plus, et c'est seulement le bilan biologique qui permet de le dire. Là aussi, on peut être amené parfois à réduire ou interrompre les traitements et à les remplacer par autre chose. Le reste, c'est des troubles un peu non spécifiques, comme les troubles digestifs qu'on peut voir avec presque tous les médicaments. Et ce qui est très important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de surrisque de cancer ou de démence, comme on peut le voir parfois sur des informations erronées. Et même dans certains cas, on peut voir presque l'inverse. Par exemple, chez des patients qui ont des cirrhoses du foie, on sait que le fait de donner une statine a plutôt tendance à réduire le risque de cancérisation au niveau du foie. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout des problèmes qui sont un souci pour le traitement par statine. Évidemment, ce n'est pas un traitement du cancer ou de la démence, c'est un traitement des maladies cardiovasculaires et de la protection des artères, mais ça ne donne pas de surrisque de maladies importantes. Voilà, donc j'arrive un petit peu à la fin de cet exposé. Donc, en résumé, comment est-ce qu'il faut protéger les artères vis-à-vis du cholestérol? Parce que c'est le seul but de doser le cholestérol et éventuellement de le traiter, c'est la protection des artères. Et donc, il faut pour ça doser systématiquement le cholestérol et ses fractions systématiquement chez l'adulte et si possible pas trop tard dans la vie adulte. Donc, à partir de… Alors, chez les étudiants, c'est parfois pas toujours leur préoccupation prioritaire, mais en tout cas, quand on rentre dans la vie active, il est souhaitable d'avoir un bilan. Si le cholestérol est normal, tant mieux. Il suffira de le recontrôler 5 à 10 ans plus tard. S'il est élevé, il faut le revérifier et éventuellement en discuter avec le médecin. Donc, quand le dosage est élevé, il faut le recontrôler. Il faut, s'il est élevé, adopter un mode de vie sain. Donc, pas de tabac. J'ai mis dans la même catégorie toutes les autres drogues, cannabis, cocaïne, tout ça, c'est pas bon pour les artères. Il faut manger sainement. Donc, l'alimentation de type méditerranéenne est une possibilité. L'alimentation de type végétarienne est également une alimentation protectrice. Il y a des alimentations de type oriental avec l'alimentation de type japonaise qui peuvent être également favorables. Mais enfin, la plus fréquente pour nous, la plus facile à organiser, c'est l'alimentation de type méditerranéenne. Et puis faire de l'exercice régulièrement, au moins 3 à 5 fois par semaine, selon l'intensité que l'on donne. Et si vraiment le LDL cholestérol reste élevé au-delà d'un certain seuil, eh bien, il ne faut pas trop retarder l'heure des médicaments parce que finalement, c'est quelquefois entre 30 et 50 ans que, sans le savoir, se créent ces dépôts qui, plus tard, vont faire des complications cardiovasculaires, parfois vers 50 ans, parfois plus tard, mais parfois plus tôt également. Donc, il ne faut pas trop négliger un excès de cholestérol significatif
pour ce traité. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair, mais bien sûr, je reste à votre disposition, de même que M. Nevo, pour répondre à toutes vos questions. Et si vous souhaitez, il y a quelques sites que vous pouvez consulter, qui sont des sites tout à fait officiels de Santé publique France, pour notamment le plan national nutrition santé, pour l'assurance maladie, qui vous donne également des informations, pour les brochures de la Fédération de cardiologie sur le cholestérol. Et il y a également, pour les gens qui ont des hypercholestérolémies familiales, une association de patients qui s'appelle Annette et qui également peut vous conseiller sur différents éléments liés à l'hypercholestérolémie familiale. Merci Je beaucoup, vous docteur. Oui, pardon, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage très précis. Merci, Monsieur Nevo également. Donc, nous avons relevé quelques questions dans l'onglet questions et parfois dans l'onglet chat. Je ne vais pas vous présenter les questions plus d'ordre personnel avec des chiffres avancés. Mais plutôt là, peut-être rebondir sur, au niveau de la dernière diapo, il y avait une question au niveau de l'activité, des activités sportives telles que la gym, le yoga, le pilate, sont-elles considérées comme de l'activité physique ou bien les 30 minutes par jour sont-elles à faire malgré tout en plus de ces activités? Alors, effectivement, toutes les activités physiques sont bonnes. La gym, pilates, yoga, ce sont des activités physiques tout à fait favorables. Ça n'a pas une intensité énergétique très importante. Il y a moins de dépenses énergétiques que du jogging ou un match de football ou de tennis, bien entendu. Mais ce sont d'excellentes activités physiques. Elles font partie de ces 30 minutes quotidiennes. Donc, si on préfère faire du yoga ou alterner de la marche et du yoga, c'est tout à fait favorable. La marche nordique, comme l'a proposé M. Nevo, c'est déjà intermédiaire. Il y a déjà une dépense énergétique qui est proche de celle d'un jogging. Donc là, on peut éventuellement avoir un petit peu moins des 30 minutes, mais si on fait les 30 minutes, c'est encore mieux. Donc les activités physiques modérées, c'est de l'ordre de 30 minutes quotidiennement, effectivement. Les activités plus intenses, ça peut être 20 minutes 3 fois par semaine. D'accord, merci. Et pour venir sur plus le régime alimentaire, il y avait une question, est-ce que le foie ne produit-il pas plus de cholestérol si on mange gras? Alors, si on mange des graisses saturées, c'est-à-dire les graisses animales, donc grosso modo le beurre, la crème, la charcuterie, les viandes grasses, alors effectivement, l'épuration du cholestérol va être moins bonne et on va probablement en absorber davantage au niveau de l'intestin. Donc ça, ce sont des graisses qui sont hypercholestérolémiantes, donc qui vont augmenter le taux de cholestérol. À l'inverse, les graisses insaturées, qui sont principalement des graisses végétales, sauf le poisson, mais ces graisses insaturées, comme les huiles qu'on a citées, ont plutôt une tendance à faire légèrement baisser le cholestérol. Donc, elles ne sont pas du tout nuisibles de ce point de vue-là. Ça ne va pas être un traitement en tant que tel, mais il n'y a pas d'effet d'hypercholestérolémie. Il y avait une question aussi sur les œufs. Est-ce que ça pose problème finalement de manger Alors, les œufs, c'est une question très compliquée parce que, en fait, 80% de la population n'est pas du tout sensible au cholestérol des œufs. Donc, ce sont des gens qui peuvent prendre 1 ou 2 œufs tous les jours, leur cholestérol ne va pas bouger du tout. Et ça concerne 80% des personnes. Et il y a 20% des personnes, comme le jaune d'œuf est riche en cholestérol, il y a 20% qui absorbent ce cholestérol au niveau de l'intestin. C'est très difficile de le savoir, sauf à faire des régimes un peu spécifiques avec pas d'œufs et puis des œufs par la suite. Donc, en moyenne, on a une espèce de cote mal taillée et on considère que quand on a une hypercholestérolémie, avec donc une suspicion peut-être que le cholestérol des œufs est absorbé, donc on conseille de ne pas dépasser 3 ou 4 œufs par semaine. Mais des gens qui ont la certitude, parce qu'ils ont regardé ou fait des tests avec leur médecin, qu'en consommant des œufs, leur cholestérol ne bougeait pas, ils peuvent en prendre. C'est un excellent nutriment. C'est riche en vitamines, c'est riche en plein de choses, de protéines également. Donc, il n'y a pas lieu de se priver des œufs, en tout cas, beaucoup moins que ce qu'on disait par le passé. Et donc, 3 ou 4 œufs par semaine ne posent pas de problème d'une façon générale, et chez un certain nombre de personnes, parfois plus. Et du côté de la consommation d'alcool, est-ce qu'il y a des préconisations, quelque chose à dire sur ce Alors, produit? l'alcool, c'est la recommandation générale, c'est-à-dire la recommandation générale de santé publique, c'est de ne pas dépasser 10 unités d'alcool par semaine. Les unités d'alcool, c'est l'équivalent d'une bière de 25 centilitres, donc un demi, entre guillemets, ou un petit ballon de vin rouge. Ça, c'est une unité d'alcool.
Et donc, il ne faut pas dépasser 10 par semaine. Donc, en gros, ça fait 2 par jour, 5 jours sur 7. Et si possible, il faut avoir 1 jour sans alcool dans la semaine. Ça, c'est le maximum. Chez les femmes, on considère, pour des raisons différentes du problème cardiovasculaire, que c'est plutôt un peu moins, parce que les femmes sont plus sensibles à l'alcool sur le risque de cancer. Donc, globalement, il ne faut pas dépasser ça. Voilà. Et donc, sur le plan cardiovasculaire, une consommation de ce type ne pose pas de problème. Par contre, sur d'autres pathologies, on peut être éventuellement, ou mes collègues dans d'autres spécialités peuvent être amenés à dire qu'il en faut moins que ça. Mais c'est la recommandation générale pour la population, et sur le plan cardiovasculaire, ça nous convient. Une consommation excessive d'alcool, par contre, ça a des calories, et donc ça va favoriser le surpoids, et ça va favoriser, par exemple, l'hypertension artérielle. Donc, il ne faut pas dépasser ces consommations-là, parce que là, on commence à augmenter le risque cardiovasculaire aussi. Très bien, oui, c'est toujours une question du dosage et de l'excès. Une question plus sur la nature, un cholestérol assez élevé, mais surtout en HDL, est-il à surveiller? Alors, s'il n'y a que le HDL et que le LDL est strictement normal, ça ne pose pas de problème. Parfois, certains taux de HDL particulièrement élevés, il y a un petit doute quand même, mais il faut vraiment qu'ils soient très très élevés, c'est-à-dire grosso modo au-delà de 1 gramme par litre, ce qui est quand même assez exceptionnel. Au-delà d'1 gramme par litre, ce n'est pas forcément protecteur, ça peut être un espèce de blocage du cholestérol dans le HDL, et là, il faut regarder d'un petit peu plus près. Mais quand on a un cholestérol HDL plutôt élevé, c'est plutôt bon, jusqu'à 1 gramme par litre, grosso modo, et si le LDL est normal, il n'y a pas lieu de s'en soucier. Il y avait également une question au niveau des traitements. Si les traitements sont mal tolérés, que faire dans ce cas-là? Alors, ça dépend du type d'intolérance. Comme je vous l'ai dit, si c'est une intolérance de type musculaire avec des crampes, une fatigue musculaire, le plus simple, c'est quelquefois d'arrêter le traitement pendant 2-3 semaines. Ça doit disparaître en 2 ou 3 semaines. Et à ce moment-là, avec le médecin, on envisage une substitution. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Cette substitution peut être soit une statine différente, parce qu'il y en a 5, donc on peut choisir une statine différente qui serait mieux tolérée, soit éventuellement l'ézetimibe, qui est un autre médicament qui marche un petit peu moins bien, mais qui peut suffire dans certains cas, soit l'association des deux, mais à petite dose, parfois pas tous les jours. Enfin, il y a différentes cuisines, entre guillemets, qui peuvent se faire pour que le traitement soit bien toléré. Et en général, ces effets régressent. S'il s'agit d'un problème de perturbation des enzymes du foie, il faut être sûr que ce soit lié au cholestérol. Parfois, ça préexistait au traitement, et donc dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais s'il s'agit vraiment d'une augmentation importante, là aussi, en général, on arrête le traitement, on vérifie que ça revient à la normale, et on rediscute le redémarrage d'un autre traitement. Oui, c'était, je pense, Mélissa, peut-être la question où il y avait sur la notion des transaminases en augmentation, c'était ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, les transaminases, donc c'est les enzymes du foie. Il faut savoir qu'il y a il y a un pourcentage important de la population adulte en France et dans les autres pays d'ailleurs qui a spontanément des transaminases assez élevées. Et la cause principale, c'est le foie gras, c'est-à-dire ce qu'on appelle la stéatose du foie. C'est une pathologie extrêmement fréquente qui est associée en général au surpoids ou à l'obésité, qui est notamment associée au surpoids abdominal. Et donc, dans ces cas-là, le foie aussi s'engraisse un petit peu. Et ça peut être associé à des transaminases élevées alors qu'il n'y a pas de traitement pour le cholestérol. Donc, il vaut mieux toujours, avant de donner un traitement pour le cholestérol, avoir un dosage de base. S'il est élevé, c'est évidemment pas le traitement puisque ça préexistait. Et si c'est modérément élevé, ça n'est pas une contre-indication au traitement. Si par contre, on a la certitude que c'était normal au départ et que ça augmente sous l'effet du traitement à plus de 2 fois la normale, à ce moment-là, on met en cause le traitement, on l'arrête, on s'assure que ça revient à la normale et on rediscute des traitements alternatifs. Il y avait une question en lien aussi, c'était pourquoi prendre des statines, pourquoi ne pas traiter ou aider le foie à éliminer finalement? Le fait de donner des statines, de l'ézetimibe ou des anti-PCSK9, enfin pratiquement tous les traitements hypocholestérolémiants servent en fait à augmenter les récepteurs dans le foie pour éliminer plus facilement le cholestérol. Donc effectivement, on aide le foie à éliminer le cholestérol en prenant une statine. Il n'y a pas d'autres moyens qui permettent de faire cela. L'autre moyen, c'est l'alimentation, on en a parlé déjà, parce qu'effectivement, quand on réduit les graisses saturées, donc principalement animales, eh bien là aussi,
les récepteurs au cholestérol augmentent au niveau du foie et donc indirectement, on va éliminer davantage le cholestérol. Donc oui, ça peut être parfois suffisant, mais malgré tout limité parce qu'en général, l'alimentation ne fait pas baisser beaucoup plus que 20% le LDL cholestérol. Donc quand le cholestérol est très élevé, ça ne suffit souvent pas. Et donc il faut un de ces traitements dont je vous ai parlé pour renforcer l'efficacité hypocholestérolémiante. Dans la continuité, il y a une question sur ce taux de cholestérol, s'il est élevé et que le rapport HDL et LDL est bon, ne peut-on pas se dispenser de ce fameux traitement des statines? Alors c'est un élément à prendre en considération. Si le LDL est élevé, pas trop, et que le HDL est particulièrement élevé, et qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux, on peut parfois se poser la question de l'utilité du traitement. Et parfois, on s'aide avec des examens des artères pour voir si les artères sont complètement saines ou s'il y a déjà des dépôts. S'il y a des dépôts, il faut traiter. S'il n'y a rien du tout dans les artères, on peut se permettre de surveiller sans forcément traiter. L'idéal, c'est évidemment d'avoir un HDL plutôt haut et un LDL strictement normal. Parce qu'un HDL élevé, mais un LDL élevé, là, le rapport ne joue pas trop. Si vous avez plus de 2 grammes de LDL, même si le HDL est élevé, à terme, il va falloir traiter quand même. Parce que là, le taux de LDL est vraiment trop élevé. Et même si le HDL fonctionne, il ne suffira pas à favoriser l'épuration. Si c'est une augmentation seulement modeste du LDL cholestérol, 1,50 g, 1,60 g, et que le HDL est élevé, on peut choisir de ne pas traiter. Et est-ce que je reviens sur les questions d'alimentation et sur le sucre. Est-ce que le fait d'avoir des excès de sucre au niveau des glucides est assez important? Est-ce que ça a un impact sur le taux de cholestérol? Non, le sucre ne va pas augmenter le cholestérol. L'excès de sucre, par contre, favorise l'excès de poids. Ça, on sait bien que c'est un élément favorisant la prise de poids. Et par ce biais-là, l'excès de sucre va également favoriser la synthèse des triglycérides, qui sont une sorte de cousin du cholestérol parce que ça circule en même temps. Et donc, oui, l'excès de sucre augmente les triglycérides, mais ça joue peu sur le cholestérol. Donc, c'est surtout le poids et les triglycérides. D'accord, merci. Vous avez parlé tout à l'heure du tabac, de ce côté nocif. Et est-ce que il y a une question, est-ce que le vapotage est-il au même titre que le tabac à prendre en considération? Alors, il est à prendre en considération, mais alors je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est 10 fois moins toxique que le tabac lui-même. Parce que dans le tabac, il y a vraiment plein de substances, des goudrons, qui sont extrêmement toxiques pour la paroi des artères, qui vont la fragiliser et qui vont favoriser le dépôt de tout un tas de cochonneries dans l'artère et en particulier le cholestérol. Le vapotage, c'est beaucoup moins parce que même si c'est un vapotage qui contient de la nicotine, ce n'est pas le cas toujours d'ailleurs, mais chez les sujets qui se sèvrent du tabac, souvent ils ont besoin de leur dose de nicotine et donc le vapotage va comporter de la nicotine. Ah mince, on ne vous entend plus. Ah, vous avez coupé votre micro, docteur Paillard. On ne nous entend toujours pas. Ouais, le micro est coupé. Ah, bon, alors. Disparu. Les Je pense qu'il petits va se soucis, reconnecter pour. ouais, petits soucis techniques. Donc en tous les cas, on voit bien que alors, Mélissa, tu as répondu par rapport à effectivement sur le partage du diaporama qui Oui. sera téléchargeable. Et puis après le diaporama tout seul, sans les explications du docteur Paillard, évidemment, n'irait pas très loin. Mais en tous les cas, ça peut vous rappeler un petit peu ce que vous avez partagé aujourd'hui. Docteur Paillard, on vous a retrouvé. Oui, c'est Oui, formidable. alors on parlait du tabac, c'est ça? On parlait du tabac et notamment, est-ce qu'on devait aussi s'inquiéter au vapotage? Donc le vapotage est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dangereux que le tabac.
c'est vraiment le tabac fumé qui pose problème. Et un vapotage, même pour quelqu'un qui, parce qu'il se sèvre du tabac par exemple, le vapotage contient quelquefois de la nicotine. Et la nicotine a des effets cardiovasculaires, mais qui ne sont pas les effets principaux dangereux du tabac et des cigarettes fumées. Donc ce qui est vraiment dangereux, c'est les cigarettes fumées, avec tout ce que ça comporte, des goudrons et tout un tas d'autres produits qui sont extrêmement toxiques pour l'artère et qui va les rendre beaucoup plus fragiles et sensibles aux dépôts, notamment de cholestérol. Donc le vapotage, évidemment, on ne l'encourage pas, notamment chez les sujets jeunes qui ne sont pas fumeurs, on n'encourage pas le début du vapotage. Mais par contre, si quelqu'un veut se sevrer du tabac et que c'est un des moyens qu'il a pour réussir à se sevrer du tabac, c'est beaucoup, beaucoup moins dangereux. Ce n'est pas totalement anodin parce qu'il y a quand même des produits chimiques dedans, on n'a pas complètement une vue précise de ce que ça donne, mais toutes les études montrent que c'est beaucoup moins dangereux quand même. Donc, il y a une question également. Un AIT avec présence d'une polyarthrite rhumatoïde, est-ce plus à risque avec un cholestérol élevé? La question, c'était une polyarthrite avec un AVC, c'est ça? Une polyarthrite rhumatoïde avec un AIT. D'accord. Alors, ce sont deux choses un petit peu différentes, hein. La polyarthrite rhumatoïde, donc c'est une maladie inflammatoire des articulations qui en elle-même comporte une inflammation chronique et qui augmente un petit peu le risque cardiovasculaire. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, les personnes avec des polyarthrites, quand la polyarthrite n'est pas très bien contrôlée et qui garde une inflammation résiduelle, sont un peu plus à risque de faire toutes les complications cardiovasculaires dont on a parlé. Donc, ça peut être, par exemple, un accident vasculaire cérébral ou un AIT, c'est-à-dire un accident ischémique transitoire. C'est un petit accident vasculaire transitoire au niveau du cerveau, mais ça peut être aussi au niveau des coronaires. Donc, oui, ça augmente légèrement le risque de faire ces problèmes-là. Ce n'est pas un facteur de risque majeur, mais on est de plus en plus attentif chez les sujets qui ont une inflammation chronique, notamment la polyarthrite, à surveiller leurs facteurs de risque parce qu'ils ont un risque qui est un peu augmenté. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des questions autour du cholestérol total. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on regarde le plus? Est-ce que c'est le cholestérol total ou on va aller avant de prendre un traitement, la nécessité en fait? Est-ce que c'est Le ce plus chiffre? important, c'est le Ouais, niveau, c'est le niveau du LDL cholestérol, ouais, c'est-à-dire c'est ça. entre guillemets le mauvais cholestérol. Alors, il est très proportionnel parce que la majorité du cholestérol de l'organisme, du cholestérol circulant, il est avec les LDL. Donc, il y a une proportionnalité, bien sûr, entre le LDL cholestérol et le cholestérol total. Quelqu'un qui a un LDL cholestérol très élevé, mettons 2,50 g, eh bien, évidemment, il aura un cholestérol total qui va être au-delà de 3 grammes. Et donc, les deux sont proportionnels. La question qui peut se poser, c'est pour des gens qui ont un LDL cholestérol simplement modérément augmenté, hein, je vous ai dit que l'idéal, c'était moins de 1,30 g, quelqu'un qui a 1,50 g, il a donc un LDL un peu élevé, mais là, effectivement, le HDL va être pris en compte. Si le HDL est très élevé, probablement sa situation est moins à risque, et probablement on va peut-être pas aller vers un traitement médicamenteux. Si au contraire, il a la malchance d'avoir en même temps un taux de HDL cholestérol bas, en dessous de 0,40 g, qui constitue un petit facteur de risque supplémentaire, eh bien peut-être on va envisager un traitement médicamenteux chez lui. Donc effectivement, la répartition joue et compte, notamment pour les niveaux de cholestérol pas très élevés. Quand le cholestérol total est très élevé, et donc le LDL cholestérol est très élevé aussi, c'est le LDL cholestérol qui prend le dessus et qui va être pris en compte pour le traitement. Il y a des questions aussi autour de l'âge. Alors, bien sûr, il y a des caractéristiques, on a vu familiales, mais est-ce qu'on doit prendre, par exemple, des statines au-delà de 75 ans? Est-ce que Si on a les artères, si on a les artères malades, oui. oui, C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez fait un infarctus, vous avez eu des dilatations, des pontages d'artères, mmh, il n'y a pas de raison de vous interrompre un traitement qui est protecteur. mmh, Sinon, vous réaugmentez votre risque. Et ça a été regardé, il y a eu plein d'études qui ont montré justement que
l'arrêt des traitements hypocholestérolémiants chez les gens âgés qui avaient des problèmes cardiovasculaires, ça s'accompagnait inévitablement, dans l'année qui suit, d'une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, quand les artères sont malades, les traitements du cholestérol, c'est une des façons de protéger les artères. Aucune raison de les arrêter. La question qui peut se poser, c'est des gens qui n'ont pas du tout de problème artériel. Par hasard, on leur fait un bilan à 75 ans et on leur trouve un cholestérol un peu élevé. Il n'y a rien du tout dans leur famille, ils ont une bonne hygiène de vie, etc. Alors, débuter un traitement à 75 ou 80 ans, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas toujours absolument nécessaire. Peut-être est-ce que s'ils arrivent à 80 ans avec un cholestérol un peu élevé sans avoir fait le moindre problème, c'est qu'ils avaient d'autres facteurs de protection. Et donc, ceux-là, on ne va pas forcément les traiter. Mais dès que s'il y avait un traitement introduit vers l'âge moyen de la vie, mettons vers 50 ans, et que ce traitement est efficace et qui protège bien les artères, il n'y a pas vraiment de raison de l'arrêter à 75 ans, sauf s'il y a d'autres problèmes qui interviennent. Si on a évidemment une autre pathologie grave, comme un cancer qui intervient à ce moment-là, bon ben, le médecin va faire la part des choses des traitements les plus importants. Il y a une hiérarchie dans les traitements. Et donc, c'est peut-être plus le cholestérol qui est le problème le plus important. Ce qui est certain, c'est que pendant toute la période où la personne a été sous traitement, il a protégé ses artères. Et donc, parfois, à partir de 75 ans, il y a d'autres priorités et on va alléger le traitement pour le cholestérol. C'est possible. Mais si les artères sont malades, il faut le continuer, c'est certain. Très bien, merci beaucoup. Il me semble, Mélissa, qu'on est arrivé au bout des questions. Oui, il y a une petite question qui est un peu personnelle. Je ne sais pas si on peut... Il y a marqué donc petite plaque lipidique dite modérée sur 2 carotides. Est-ce qu'elle doit prendre des statines LDL? Peut-être une dernière question et après on pourra terminer. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais les carotides, donc les artères qui vont vers le cerveau, sont aussi le siège de dépôt de cholestérol comme les artères coronaires. Et le risque, là, il est plus particulièrement le fait de faire un problème vasculaire cérébral. Donc, quand on a un dépôt au niveau des carotides, relativement important, et surtout s'il est précoce, c'est-à-dire avant 65 ans, par exemple, il faut traiter le cholestérol, effectivement, si le cholestérol est élevé, et puis les autres facteurs de risque, parce que ça va être une façon de limiter le risque de progression de ces dépôts, et donc de progression éventuelle vers une maladie cérébrovasculaire. Donc là, c'est utile. Alors, parfois, il y a des dépôts qui sont vraiment très minimes, et chez des sujets âgés, à 75 ans, par exemple, si c'est très minime à 75 ans, c'est pas forcément anormal, parce que, comme je vous l'ai dit, l'âge est un facteur de risque. Donc, évidemment, à 75 ans, on a plus de risque d'avoir des petits dépôts dans les artères qui ne sont pas forcément liés au cholestérol. Donc là, ce n'est pas forcément une obligation. Donc, tout dépend de l'importance de ces dépôts et de l'âge auquel on le constate. Si c'est de façon prématurée avant 65 ans et que ces dépôts sont importants, il va falloir traiter les facteurs de risque dans leur ensemble, dont le cholestérol. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Donc, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous souhaitiez rajouter, docteur Paillard, monsieur Neveu, un message de prévention, un message autre, avant que je clôture ce webinaire? Je vais laisser la parole à monsieur Neveu pour conclure. Moi, je peux simplement vous dire qu'effectivement, il ne faut pas négliger cette anomalie biologique qu'est l'excès de cholestérol, parce que malgré tout, c'est pour ça que de temps en temps on l'appelle le tueur silencieux, c'est qu'effectivement il va agir à bas bruit et que les premiers symptômes sont souvent le fait déjà d'artères qui sont assez sévèrement malades. Donc il ne faut pas attendre ce moment-là. Et c'est un peu dommage, alors qu'on a des traitements efficaces et le plus souvent bien tolérés, de le négliger. Alors, il ne s'agit pas de traiter tout le monde, bien entendu, mais il y a certainement, à mon avis, plus que les 7% actuels de traitement hypocholestérolémiant dans la population qui seraient justifiés parce que c'est un facteur de risque qui est fréquent. Donc, il faut y penser. Il ne faut pas que ce soit une obsession, mais il faut y penser pour le prendre en considération suffisamment à temps pour ne pas être embêté plus tard. Voilà, et puis je laisse la parole à monsieur Neveu pour dire que finalement, peut-être, ces traitements ne sont pas si mal tolérés, mais je le laisse donner son opinion. Voilà, donc oui, donc effectivement, il faut se faire dépister précocement sur une prise de sang pour éviter d'avoir plus tard
des problèmes de maladies cardiaques, de risque cardiaque important. Et puis, une fois qu'on sait qu'on a du cholestérol, il faut essayer de bien vivre avec. Et donc, il faut essayer effectivement, au niveau alimentaire, d'avoir une alimentation adaptée, ne pas essayer de ne pas faire d'excès, même si par moment, effectivement, on peut se faire des petits, comment dire, un petit peu se faire plaisir un petit peu de temps en temps, mais il faut effectivement essayer que ce soit limité et puis avoir une activité physique régulière pour justement favoriser la circulation sanguine au niveau de ses coronaires et puis prendre régulièrement effectivement son traitement parce que effectivement en tout cas pour moi, donc effectivement uniquement un régime alimentaire n'est pas suffisant bien sûr et il faut la statine, les statines, l'anti-PCSK9 qui a été pour moi très très importante et qui a permis de me réduire mon taux de LDL à moins de 0,5 g et alors qu'avec les statines, je restais avec des taux autour de 0,8 g, 0,9 g. Donc c'est une molécule pour moi qui a été très importante et qui pour éviter effectivement les effets négatifs de ce mauvais cholestérol. Voilà. Eh bien, donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien vivre avec du cholestérol, même d'origine génétique. Et c'est dommage que je n'ai su que tardivement, effectivement, que j'étais atteint de cette maladie. Voilà. En tous les cas, merci. Et puis, voilà, pour synthétiser, une assiette colorée, se faire plaisir, de l'activité physique, pas de Oui. tabac, un petit peu d'alcool, mais modérément. En fait, voilà. Oui. Un grand merci, en tous les cas, à nos intervenants, docteur Paillard, pour ces explications précieuses et accessibles. Monsieur Neveu, évidemment, pour votre témoignage sincère et éclairant. Et je dirais enfin merci à la Fondation Mutualia, non seulement pour son engagement en faveur de la santé, mais aussi de son soutien financier pour la réalisation de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre présence tout au long de ce webinaire et nous espérons que ces échanges vous auront permis de mieux comprendre le cholestérol et surtout de mieux agir pour votre santé. Nous vous donnons rendez-vous en 2026 pour d'autres webinaires avec la Fondation Mutualia. On vous réserve encore la surprise des thèmes. Et en tous les cas, voilà, ils seront tout aussi bien, en tous les cas, éclairants. Merci à tous et puis à très bientôt. Et belle fête de fin d'année. Oui, belle fête à tous. Un grand merci encore, Cathy, aussi. Merci aussi. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oui. Au revoir.